légalement, il n'y avait aucune loi qui me permettait en tant que podiatre de m'incorporer. C'est pour ça que j'ai fait une faillite personnelle. Donc, j'avais un prêt commercial de 110 000. J'avais une marge de crédit commerciale aussi de 57 000. Ensuite de ça, j'avais une marge de crédit étudiante que j'avais empruntée pendant mes études de 65 000. Oh fuck. Des prêts et bourses qui s'élevaient à 16 000. Puis des cartes de crédit là, entre 2 et 5 000 sur les cartes de crédit. Quand c'est ta première faillite, normalement, c'est 9 mois où est-ce que tu es un peu en attente après ta déclaration de voir si c'est accepté. J'étais pas censée échouer, tu sais. C'était censé marcher. Puis je regardais tous les gens autour de tous les podiatres autour de moi, puis ça semblait marcher pour tout le monde. Fait que j'étais comme, c'est-à-dire que c'est moi le problème? Oui, non, mais je veux dire, je me suis fait traiter de fraudeuse, de voleuse, de parasite, je devrais aller en prison. Je suis comme, OK! Si c'est ce que tu crois, on serait une méchante gang en prison. Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast, je suis votre host, Ray Antonio. Et ma prochaine invitée, elle a écrit un livre, je vais le présenter dès maintenant, regardez. 10 conseils infaillibles pour une faillite assurée. Une auteure, une femme avec vraiment un message qu'elle va emmener. Donc, comme vous l'avez vu, on va parler de la faillite. Je trouve que c'est un sujet tabou de business qui est très peu discuté. Puis là, on va voir de la perception de quelqu'un qui l'a vécu et vraiment audacieusement. Je vous présente Kayla Louis. Salut! Salut Kayla, bienvenue au Yellow Sea. Merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. Ça fait plaisir. Là, ça fait... je pense qu'on a commencé, ou peut-être on s'est trouvé, peut-être tu m'as vu, je pense, sur TikTok. Juliette et Chocolat. J'ai vu l'entrevue que tu avais faite avec Juliette. Je pense que tu étais un des premiers à parler de faillite avec cette femme-là sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Que elle, ça a été quelque chose, là, sa faillite, veut pas. Puis elle a été d'emblée capable d'en parler rapidement parce que ça faisait quelques mois seulement. Un mois plus tard, ouais. Elle est venue un mois après que ça a été médiatisé. Ouais, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ils veulent pas en parler ou ça leur prend des années avant de pouvoir parler de ce sujet-là. Fait que je l'ai trouvée courageuse de faire ça, puis j'ai trouvé ça cool qu'elle le fasse sur ta plateforme. Là. J'ai hâte. Puis quand elle m'a dit oui, et tout au podcast, je vais parler de ta faillite. Oui. Direct. On va ban. Nice. Très symbiose, cette femme. Puis encore là, c'est là que je suis comme, damn, le podcast, c'est powerful parce que à cause de ça, juste ce podcast-là, on se retrouve dans des milieux où est-ce que, drôlement, tu finis à parler avec du monde que tu n'as aucun rapport à parler. Ouais, tu t'attendais pas à rencontrer ce genre de monde. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui est super cool, puis à ce jour, si on se croise dans des endroits parce qu'on est comme, on se baigne un peu dans le même monde, vraiment aussi côté, ça peut aller médiatiser, dans les médias, mais aussi la business. Fait que je la croise, puis elle a une énergie à chaque fois qu'on se voit, tout le temps comme, j'ai fait une nouvelle amie, une nouvelle genre vraiment connaissance super cool, puis tout ça à l'aide du podcast. Mais je suis content parce que je pense qu'autour d'elle, vu que c'était le sujet, quand j'ai vu, tu avais écrit un commentaire, fait que ça qui m'a attiré l'attention, je t'ai vu, puis là, je vois un peu ton message comme « Oh shit, OK ». Ça liait beaucoup avec elle, puis je trouve ça beau, elle avait une belle énergie, elle a été capable de tout de suite rebondir de ça, puis continuer, puis elle a quand même gardé le feu suite à tout ça, qui est tout le contraire de ce que moi j'ai vécu. Je l'ai pas vécu aussi bien qu'elle. On va découvrir ça. Juste avant ça, je voudrais qu'on fasse une petite dégustation. Allons-y. C'est notre segment avec notre fier partenaire Shop Santé. Fait que, shout-out à Shop Santé. Aujourd'hui, on fait une dégustation pour notre segment Smart Sweet, des lapins fruités. Qu'est-ce que j'adore de Shop Santé, justement? Regarde, moi, ça reflète beaucoup qui suis-je, qu'est-ce que je veux représenter. Puis, j'ai remarqué un de nos... comment je pourrais dire? Je trouve pas le mot, mais le sucre. Le sucre, c'est un de nos ennemis. Oui, malheureusement. Et pouvoir avoir vraiment des genres de collations, des trucs comme ça, sans sucre. Fait que, rend le plaisir. Toi, t'es-tu
Je suis une Tu bébête à l'adores, sucre. Ah ouais. Tous les jours, c'est... Ouais. C'est quoi ton bonbon préféré? Celui que m'arrête, là, j'essaie de me freiner le plus possible, c'est les grosses boules de gomme. Tu sais, les gommes à 25 sous. Ouais. Qui dure 10 secondes? C'est ça. Je les mange 10 secondes, crash, j'en prends une autre, 10 secondes, crash. Surtout quand je suis dans des moments stressés de ma vie, là. C'est affreux. Fait que toi, tu vas aller acheter un gros sac de ça en vrac, ouais. Puis après, j'ai mal au ventre, puis... Tu regrettes ta vie. C'est Ouais, jusqu'à la prochaine. J'ai ma dose. Ouais. OK, c'est intéressant. Moi, ça serait les Sour Patch Kids. En forme de... les bonhommes, là? Les petits ours, là. Les petits ours, genre sucrés-salés, là. Sûr. Ça te brûle le palais, à un moment donné, non? Je me suis jamais rendu à ce niveau-là. OK. Peut-être toi, là, si je comprends bien. T'aimes le sucre, là, fait que... Yeah. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Combien t'en as mangé pour que ça brûle le palais? Moi, la seule fois que je me brûle le palais, c'est avec la pizza. Shout out à Salvatore. Ben, tu vois, les partants. Mais anyway. Ouvrons ce petit... Je te laisse à... Ah oui. J'ai l'honneur. Sont où mes manières? Yes. On m'a vu mieux que ça. Parce que là, si c'est bon, je vais pouvoir switcher mes affaires trop sucrées, pas bon pour la santé, pour ça. Petite forme de lapin rose, c'est cute. Pour Pâques. T'en as pris un comme ça serait un gummy, genre injecté de potes. La texture est bonne. J'aime ça. Ça goûte la limonade rose. Ouais, hein, c'est ça, je cherche le goût. C'est bon? Ouais, non? C'est sûr. Ouais. Ben, tu vois, s'il pourrait avoir peut-être du sucre, ça serait comme un gars Sour Patch Kids. Tu mets genre le sucre autour, là. Ouais, ça ressemble. Ouais, c'est bon. Je me montre ici, 3 grammes de sucre, regarde, très peu. Pour tout le paquet? Par sachet de 50 grammes. Non, ben 3 grammes par sachet. Ah, c'est rien. OK, not bad. OK, ben shout out, guys. Smart Sweets, disponible à Shop Santé. Une note sur 10, combien tu lui donnes? Je dirais un 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais. Fait que c'est quelque chose que tu pourrais racheter encore? Ouais, quelque chose que tu pourrais racheter. C'est une petite affaire moins sucrée que les vrais jujubes, évidemment. Mais excellent. ASMR, pendant que tu mastiques ça. Je vais avoir des jujubes pognés dans les dents Ouais, je pense dans toute la prochaine heure. Il est un peu collant. Mais il est bon. En termes de saveur, à moins que faut que tu le mets dans ta bouche puis tu le laisses fondre. Genre, ça aussi, ouais. Je sais pas si tu fais ça parce que, comme tu disais, tu es une bébête à sucre. Je voudrais découvrir qui es-tu vraiment parce que je pense que... OK, première question. Ouais. Il est comment maintenant, vu que tu m'as mentionné, regarde, maintenant tu es un emploi à temps plein. Il est comment ton esprit entrepreneurial actuellement parlant après une situation comme ça dans laquelle je pense que tu l'avais le flair. Tu avais un flair qui disait... Dans le livre aussi, tu parles de ton père aussi. Lui, c'est quelqu'un qui l'a. Fait que pour toi, pour commencer, ton père, ça a-tu été une inspiration à te lancer en business? Dans un sens, oui. Pas nécessairement une inspiration dans le sens que, oh mon Dieu, c'est le Saint Graal de ce que je veux atteindre, mais plutôt c'était ça la normalité de mon enfance, des parents qui sont entrepreneurs, parce que ma mère aussi, elle l'était. Donc, pour moi, je voyais ça comme plutôt la voie à suivre. Je voyais pas toutes les difficultés qu'ils vivaient. Ça, c'est des choses qui m'ont parlé bien après, là, puis qui me parlent encore aujourd'hui. Fait que je connaissais pas tout ce que ça prenait derrière tout ça. Moi, je voyais juste l'espèce de... Le résultat final. Le résultat final de, hey, on habite dans un beau quartier riche, on a une belle maison, on vit bien, on a une belle... c'est ça. Puis je me dis, ben c'est vers ça que je veux m'en aller. OK. Ouais. Fait que ça confortait, t'as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère. OK. Qui, lui, c'est autre chose, là. Il semblait perdu pendant longtemps, mais en même temps, ça lui a permis de toucher à plein d'affaires différentes. Il voulait devenir pilote d'avion, il a fait des gigs de DJ, il a été en vente, finalement, là, il est en informatique. Il a comme touché à plein de choses. Fait que
c'est quand même bien aussi d'explorer ces aspects-là, chose que moi, j'ai pas faite. Oui, d'origine haïtienne. Fait que vous deviez être quand même, genre, je vois que t'es dans ma génération. Fait que tu viviez quand même bien, puis comme pour les Blacks dans un quartier comme ça. Ouais. Fait que est-ce qu'il y avait un confort qui s'est établi à cause que vous viviez déjà différemment? Tu sentais-tu déjà différent aussi dans ton secteur? Si tu dis que tu es dans un quartier plus aisé. Ouais. Ben, tu sais, je pense... Il n'y avait pas beaucoup de familles noires, là, où est-ce qu'on était, à Lorraine. C'est là que j'habitais sur la rive nord de Montréal. Là, je sais pas... je sais, c'est où? C'est à côté de... J'habite à Terrebonne. Fait. OK, ouais. Fait que, c'est... Lorraine, c'est un excellent choix. Oui. Très bon choix. Très bon choix. OK, là, je peux voir. Puis ça, j'étais à l'école privée aussi. Ça, il y a 20 ans. Ouais, on remonte... 30, 40. Ouais, il y a plus de 25 ans, là, de ça. OK, ouais, fait que je peux imaginer. Fait que là, tu t'habites dans un quartier de blanc, dans le fond. Ouais. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui m'a frappée ou qui m'a incommodée pendant toutes mes études parce que j'ai pas ressenti que j'ai reçu un traitement qui était différent à cause de ça. Parce que puis pour mon frère, c'est une autre histoire, parce que lui, il avait un petit peu plus de misère à l'école, et il avait des tendances un petit peu moins, peut-être un peu plus... Moins académique, plus ouais, c'est ça. Tandis que moi, j'étais la bonne élève, tranquille, qui dit pas un mot, puis qui a 95% dans tout. Donc, quand t'es ce beau modèle-là... On dirait que je vois un cliché, genre... Ouais. La petite sœur qui est vraiment... C'est elle qui écoute les parents, puis les grands frères, c'est les rebelles, là, comme... Je m'imaginais aussi un jeune, Black aussi dans là, plus confortable aussi, parce qu'on dit une bonne majorité du monde, admettons, de nos communautés, se retrouve dans d'autres quartiers. Là. Ouais. Fait que ça, je trouve, mais... Fait que lui, il avait plus confort, puis... Ouais, ben je pense, de façon générale, puis je peux me tromper, mais... Pour une fille, ça reste un petit peu plus facile de s'intégrer dans la communauté. Oui, exactement. Puis tant que tu fais pas de vagues puis que tu lèves pas la voix, ben on t'accepte là, dans un sens. Là. Mais tu sais, oui, j'ai eu des parents d'amis que j'ai su là, par après, qui étaient comme « Ah oui, c'est correct que tu es amie avec Kella parce qu'elle a des bonnes notes, mais reviens jamais avec un petit chum noir là, à la maison. » Là. Ça, ouais. Fait que tu le voyais. Oui, mais ça, c'est toutes des choses que j'ai vues par après. Mais sur le moment, moi, Tu te sentais pas genre... Non, c'était comment? J'ai une belle vie, j'ai plein d'amis, j'aime l'école, ça se passe bien. Je suis dans un band avec mes amis au secondaire, puis tout va bien. Puis, tu sais, c'est un peu aussi une espèce de fierté dans nos communautés quand nos enfants, ils choisissent des métiers à statut élevé, disons, là, comme la médecine, la pharmacie, la pédiatrie s'en faisait partie. Et puis, il y a aussi le fait que, tu sais, il y a une certaine... Ouais, les parents ont une certaine fierté là, quand leur... Non, ben ça, je peux m'imaginer aussi, tu sais, un point de vue de ton père. Ton père, c'est-tu le premier arrivant ici, première génération? Non, il est venu avec ses parents, lui. Fait que lui, il est arrivé jeune. Mes deux parents sont arrivés très jeunes. Ils sont arrivés à l'âge de 11-12 ans au Québec. Ben, c'est intéressant à voir parce que c'est peut-être... Ça pourrait être une des raisons pourquoi aussi lui était beaucoup plus éduqué sur vraiment le système quand il fonctionnait. Il a peut-être avancé plus rapidement, puis pour vous, vous étiez déjà genre unique dans le quartier. Ouais. Vraiment. Disons que lui, il a passé dans le système avant nous. Ouais, genre lui, il a mangé la marde. Ouais, clairement. Là. OK, c'est bon, ben, c'est intéressant. Ouais. Ben, ça aussi, je pense, notre but aussi de immigrants, ben, surtout celle-là de... Moi, je pense que ma fille va peut-être grandir dans un genre de situation comme toi. Comme la mienne. Ouais, que ça va être plus facile. Parce que j'ai mangé le coup, mais ma mère avant ça. La barrière linguistique, la discrimination, on pourrait dire, puis après l'autre, c'est comme... Ouais. Puis ben, tu vas être en mesure de donner les outils, là, puis de montrer comment le monde fonctionne. Mais, Quelle était ta plus grande adversité en grandissant? Ma plus grande adversité? Ouais. Je dirais... j'étais très gênée et très introvertie. Je pense que c'est une de mes... Ouais, j'allais pas assez vers les gens. Je me limitais beaucoup là, dans les
contextes sociaux. Je me sentais toujours un peu comme mal à l'aise, je sais pas quoi faire, tout ça. Je pense que ça a été un de mes plus gros obstacles. Parce qu'une fois, mettons, que j'ai passé le secondaire, mais ça a été beaucoup plus difficile pour moi de me faire des amis, que ce soit au cégep ou à l'université. Puis après, quand je suis partie en business, j'avais toujours cette impression-là que je dérangeais les gens quand je communiquais avec eux, quand j'appelais, quand je sollicitais. Je me sentais comme tout le temps comme la personne qui dérange. Fait que trouvais-tu que peut-être, je sais pas, peut-être tes parents ou juste l'environnement, genre, te mettaient pas dans des situations assez sociales, genre, qui peuvent te mettre à l'épreuve, tu sais, puis de cette façon-là, tu serais genre gêné, timide? Ça vient vraiment depuis que je suis toute jeune. Tu sais, mon père me le dit, là, j'étais très dans ma bulle. Quand je regarde là, mes photos avant l'âge de 6 ans, je souriais jamais. J'étais tout le temps comme dans ma chambre à jouer, tout le temps un peu en retrait là, dans les parties de famille, parties de Noël, tout ça. Là, j'étais toujours un petit peu en retrait. Fait que ça fait un peu partie de ma personnalité. OK. Intéressant. Ouais. Fait que t'étais comme une nerd. Ouais, j'étais très nerd. Qu'est-ce que tu faisais très nerdy là, dans cette période-là? Ben, je veux dire, lire tout le temps, du matin au soir. T'étais une grande librairie chez toi? Oui, ben encore aujourd'hui, là, je lis moins, je prends moins le temps là, de lire. Puis là, j'accumule plus de livres. Là. Je les redonne ou je les loue à la bibliothèque, là, parce qu'à un moment donné, là, de déménager des boîtes de livres 5 fois, ça devient chiant. Mais ouais, j'ai toujours été une grande lectrice. Puis ça a toujours été mon rêve là, d'écrire un livre. Ouais. Je savais pas que ça allait être ça. Là, je vois le lien. Ben, je peux comprendre peut-être un rapport maintenant, tu sais. Mm-hmm. Parce que du monde qui sort des livres. La semaine dernière, j'ai reçu Ali Bragg, elle a sorti un livre. Mais elle, c'est peut-être pour parler de vraiment comment elle a fait genre vraiment son switch à un autre mode de vie. Okay. Mais je pense pas qu'elle était... Qu'elle était une grande amatrice, là. Selon ce que j'ai compris, non. OK. Mais, tu sais, je me suis toujours dit un jour, je vais écrire un livre. Je pensais toujours que ça allait être plutôt un livre de fiction, tu sais, une histoire avec des personnages, tout ça. J'ai écrit des nouvelles littéraires, plusieurs. J'ai participé à des concours littéraires, ce genre de choses-là. J'ai jamais rien gagné, là, mais... Mais tu as participé. Oui, c'est ça. Es-tu une personne créative, dirais-tu, ou peut-être analytique? Un peu des deux. Tu sais, je m'étais toujours considérée comme une personne qui était plutôt analytique. Jusqu'à temps que je fasse de la danse. J'ai commencé à danser à l'âge de 16 ans, puis j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. Puis dans la danse contemporaine, c'est très improvisation, création. Fait que j'ai beaucoup développé ma créativité à ce niveau-là. Fait que je dirais que j'ai plutôt une créativité peut-être dans le mouvement, dans la littérature, mais pas tant une créativité de... faire des peintures ou des dessins. J'ai pas une créativité qui est visuelle, là, disons. Là. OK. Non, je comprends, mais je vois le côté peut-être artistique qui peut être derrière la danse, définitivement. Ouais. Donc, tu es allé étudier à Trois-Rivières. En médecine pédiatrique. Pourquoi pédiatrique? Ce que j'ai compris dans le livre, ton père était chiro. Oui. Fait que tu vas aller, OK, je comprends peut-être l'influence de ton père, ou si tu as amené dans la dans médecine. La santé. Ouais, la santé. Exactement. Ben, tu sais, il y a plusieurs raisons. Quand à l'école, tu as des bonnes notes, tout le monde te pousse à aller dans ce genre de domaine-là, dans le domaine de la santé. Puis, tu sais, je m'en rendais pas compte là, à l'époque, mais la médecine ne m'intéressait pas tant que ça. Je pense que la santé et le corps humain, de façon générale, ne m'intéressait pas tant que ça, mais je ne voulais pas me l'avouer. Donc, d'aller en médecine pédiatrique, c'était comme une façon de faire une médecine, mais moins pire. Une médecine où est-ce que je m'occupe des pieds, mais j'ai pas à faire des rondes d'hôpital, puis une résidence, puis d'être dans des milieux à stress assez élevé avec des cas hyper lourds. Donc, je voyais ça comme
Ouais, une porte un peu de porte, facilité, si on veut, même si c'est pas facile, là, la podiatrie. Est-ce que sentais-tu que tu avais peut-être la pression de ton père parce qu'il veut voir ses enfants genre réussir? Puis, OK, Kiro, c'est-tu considéré un médecin? Je veux dire, ils ont un doctorat à l'université. C'est des docteurs, doctorat, mais c'est pas mais des médecins. Non. OK. Comme les podiatres, c'est pas des médecins. T'sais, on est comme un peu tous dans la même catégorie là, de podiatres, chiro, pharmacie, dentistes. On tous des gens qui ont des doctorats, mais qui sont pas des médecins. Mais tu peux pas porter le titre docteur? Ou... Oui, on peut porter le titre docteur. OK, c'est bon. Ouais. Tant que c'est écrit après, tu sais, je pouvais pas juste dire que j'étais docteur Kelalouis. Il fallait que je spécifie je suis docteur Kelalouis podiatre. OK. Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc, de ne pas mettre le podiatre là, après mon nom, je pouvais être poursuivie. C'est drôle parce que ça me fait penser juste à vraiment toutes ces... En ce moment, la tendance des pronoms puis tout ça. Ah, ça. Mm-hmm. Les spécifications. Ouais, les spécifications, les gens, je suis comme dingue. Fait qu'on dirait que ça remonte même là. Fait que non, tu peux pas. Tu peux l'avoir à la condition. Que c'est ça. Dingue. Ouais. OK. J'en en apprendre. Ton donc, père avait donc, c'est pas une pression directe qui m'a mis, là. Vraiment pas. Mes parents m'ont pas dit on aimerait ça que tu ailles dans tel domaine. Pas ça du tout. Mais tu sais, c'est une influence, c'est un désir aussi de plaire puis de vouloir rendre ses parents fiers. Ouais, ça. On dirait qu'il y avait genre une pression comme, tu sais, vraiment comme le stéréotype de la famille asiatique sur les enfants. Oui, si on veut. Mais moi, c'était moins direct, là. T'sais. Mais est-ce que c'est un bon père, tu sais, vraiment un bon père H, là, genre haïtien, là? Il était-tu vraiment comme ça? Mais le fait qu'il était arrivé à 11 ans, on dirait que je ne le vois pas comme ça. C'est ça. J'ai pas des parents haïtiens typiques, là. Pas du tout. Parce que, tu sais, ma mère, je me souviens, j'avais 15 ans, puis on parlait de relations puis de sexualité. Puis elle me disait, hey, t'as 16 ans, va essayer ce qu'il y a sur le marché, tu sais. Dans un condom, comme protège-toi. Oui, c'est ça. Parce que c'est quelque chose que les parents immigrants ne font pas. Non, exactement. Fait que j'ai toujours pu avoir des discussions hyper ouvertes. J'allais... une fois majeure, là, à 18 ans, j'allais prendre des verres avec ma mère, puis elle avait l'air super jeune aussi, là, fait que des fois, on passait pour des sœurs. Donc, on avait une belle relation. Ben, on a encore une belle relation. Ouais. C'est quand même assez intéressant de voir vraiment comment, en mettant l'éducation transcende après une génération établie, admettons, dans genre, c'est vraiment dans un pays développé, transcende la culture. Parce que pareillement, nous, Latinos, moi, je suis nicaraguayen, mais tout ça, c'est des tabous, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais vu que je suis dans cette génération où est-ce que on s'est fini les tabous. Je pense qu'on dirait que tes parents, les tabous étaient vraiment... Puis tu es dans un contexte où est-ce que tu es capable d'en parler, puis tu seras pas... Bon, il y a des gens qui vont te juger, là, mais tu seras pas mis à l'écart complètement, puis ostracisé, mais... Moi, ma mère, elle a vécu là, l'espèce de contrôle parental extrême où est-ce qu'elle ne pouvait pas sortir au cinéma, elle ne pouvait pas aller sur des dates, elle pouvait rien faire. C'était les grands-parents. Oui, mes grands-parents, c'est exactement. Les vrais H. C'était eux autres. Puis fait qu'elle, elle s'est un peu rebellée, je ne vais pas dire. Mais elle s'est mise un peu en opposition avec ça, puis elle s'est dit, OK, moi, je ne ferai pas ça avec mes enfants. Fait que, elle s'est toujours assurée d'avoir quand même une éducation stricte, dans le sens qu'il faut que tu ailles à l'école, tu as des tâches à faire. Mais tu sais, je dirais que c'est une éducation, je pourrais qualifier de québécoise normale. Assimilée, là, genre. Ouais. OK, je vois genre. Ouais. Très intéressant. Parce qu'on dirait tous ces pareillement, nous, on se dirige vers ça. Genre, c'est pour ça que je vois ma fille, je suis comme, yo, bro, t'es né dans une maison, t'as une cour, t'as tout plein de choses. Mm-hmm. Nous, on n'avait pas ça. Là. Nous, on avait des plaintes puis de la misère. Ouais. Mais c'est bien. Puis des chanclas. Ben, tu vois. Ouais. Est-ce que tu t'es fait frapper, genre. Est-ce que tes parents étaient comme ça? J'ai souvenir de ma grand-mère, puis d'une ceinture, puis d'un claquement quand j'étais très, très jeune. Ceinturon. Mais je pense que mon frère l'a vécu, mais je pense pas que moi, j'ai pas souvenir. Ah, les gars, c'est sûr qu'ils vont en manger. Ouais. Mais mes parents nous ont jamais... Ben, claque ses fesses, là. Ouais, traditionnel, là. Forte, genre, là, quand même. Limite, des PG, tu checkes la peau, ça tue. Ouais, c'est ça. trop obscur, là. Mais pas de ceinture, pas de bâton, pas de... Ça, c'est mes parents qui ont vécu ça. Nous, T'as manqué la belle époque. Moi, je les ai connus.
Ah ouais. OK, t'as encore des traces. Des traces émotionnelles. Ça, ouais. Ça. Moi, je pense à un moment donné, je savais que j'allais me faire. J'en ai en mangé une. Fait que j'étais allé dans ma chambre. J'ai mis un oreiller dans mon chandail, dans le dos, un peu partout. Pour te protéger. Ouais. Fait, elle s'en vient. Je pense qu'elle avait genre un cintre ou quelque chose. Je sais pas. Elle avait quelque chose. Ouais. Elle avait une arme. Puis tu sais quoi? Elle me prend un bras, elle me lève. Après ça, elle commence à m'enlever l'oreiller. L'autre bord, et pa! Fait qu'elle a pris son temps, puis moi, comme un cage, je me laisse. Non! Mais t'as pas le choix. Je veux dire, qu'est-ce que tu voulais faire? Dire non, tu sais, de te débattre, ça allait juste être pire. Là. Mais tu sais quoi, je pense, où est-ce que la table a tourné, c'est qu'à un moment donné, elle a essayé juste de swing, puis j'ai esquivé. C'est-tu là, elle a su qu'elle pouvait plus faire ce qu'elle voulait. Ça finit là. Il y a des réflexes. Mais regarde, comme je te dis, je pense que c'est des belles adversités, tu sais, comme métronnement, tu sais. Mais c'est ça, on veut... j'ai un garçon, là, aussi, là, puis nécessairement, on veut leur offrir... je pense que chaque génération, c'est comme ça, là, plus que ce que nous, on a reçu. Fait que, ouais. Je ne suis pas en train de dire que j'ai manqué de rien, mais je me dis, je vais être attentive à ses émotions, puis à la gestion des émotions, puis je veux lui permettre d'être qui il est à 100%, sans jugement, puis je veux pas qu'il ressente la pression qu'il doit faire des choix pour me faire plaisir, comme moi, je l'ai fait. OK. Ouais. OK. Non, c'est bon. Bon. Comme on a mentionné ici, tu as écrit un livre. Ouais. Tu as ouvert une clinique. Fait que, OK, ce que je comprends bien, tu as été influencé par ton père, par son background professionnel médical. À la fois, lui, il avait une clinique. Oui. Fait qu'il y avait un sens entrepreneurial. C'était une grosse clinique, une clinique, vraiment... Oui, c'était une grosse clinique. Lui, il a vécu beaucoup de défis, puis c'est des choses que... Je pense que j'aurais aimé qu'on en parle, que je me parte en affaires, mais il y a eu plusieurs cliniques. Quand il a gradué, il a acheté une clinique à Montréal, ça s'est mal passé, il s'est fait complètement avoir, puis ça l'a mis complètement dans le trou. Ce qui fait qu'après, il est parti à Hearst, en Ontario. C'est comme dans le nord de l'Ontario. Là, c'est creux, c'est loin. Il n'y avait pas de chiro là, donc il s'est ouvert une clinique là, puis ça lui a permis de se refaire, puis il a fait beaucoup d'argent là. Puis après, il est revenu dans le coin de Montréal. Il a ouvert une clinique à La Plaine, qui n'est pas loin de Terrebonne, dans un local de taille moyenne. Puis après, il s'est construit une bâtisse là, qui était... ça devait être quelque chose là, de comme 4000 pieds carrés, là, sûrement, là, sur 2 étages. Puis il y avait 7-8 salles de traitement, secrétaire, masso, plein. Puis ça fonctionnait bien, ces affaires. Mais il y a quand même eu beaucoup de... ça n'a pas été si simple que ça pour lui. OK, damn. Fait que lui, c'était vraiment... Lui, il avait l'esprit entrepreneurial. Là. Beaucoup plus que moi. Moi, je me suis juste... c'est ça, je me suis partie une fois... J'avais même pas fini de graduer, en fait, là, que j'ai écrit mon plan d'affaires. Je me suis dit, moi, je gradue, puis c'est sûr que j'ai ma propre clinique. C'est pas vrai que je vais aller travailler pour personne. Dans ma tête, c'est comme plus simple être entrepreneur. J'ai pas à me faire chier avec un boss. J'ai pas... je décide tout le temps ce que je veux faire. Ce qui est plus ou moins vrai, là, mais... Mais, OK, là. Oui. Pourquoi t'as pas pris la relève? Ça aurait été tellement simple. Si j'avais étudié en chiropratie, j'aurais pu prendre la relève de sa clinique à lui, puis ça se serait fait comme ça. Tu serais pas ici en ce moment. Non, je serais pas ici en ce moment. En plus, puis mon père, il a eu d'autres entreprises. Après, là, il a vendu sa clinique puis est parti ouvrir un restaurant en Argentine, entre autres. Okay. Donc, lui, il aurait été heureux là, de juste me donner la clinique, puis moi, je m'en vais faire mes propres affaires, tu sais. Mais je me voyais pas du tout comme chiro. C'était pas un métier que je voulais faire. Mais, tu sais, rendu là, t'es même pas chiro, tu fais juste gérer une business. Ben... Non? Mais tu le voyais pas comme ça en temps. Écoute, je sais pas si c'était possible. Parce que... Faut que tu connaisses la matière. Non, c'est pas que ça.
peut-être qu'aujourd'hui, ça l'a changé, mais je sais qu'en podiatrie, avant, tu ne pouvais pas être actionnaire d'une clinique podiatrique si tu n'étais pas podiatre. Donc, OK, fait qu'ils voyaient le... pas le choix. Fait que peut-être que c'était la même chose aussi en chiropratie. C'est pour prévenir la fraude. On peut je voir pourrais peut-être pas des hommes dire. d'affaires. Je pense que c'était pour que ça ne soit pas vu comme juste une business. OK. C'est-tu partout dans tous les genres business médical à peu près? J'ai aucune idée. Cette mentalité-là, c'est... Je sais pas. Tu sais, je pouvais même pas m'incorporer à l'époque. Quand j'ai ouvert ma clinique en 2012, légalement, il n'y avait aucune loi qui me permettait en tant que podiatre de m'incorporer. Puis c'est pour ça que j'ai fait une faillite personnelle. OK. Ça, là, tu n'étais pas Inc., fait que tu as ouvert... Enregistré. Puis c'est seulement 4 ou 5 années plus tard, là, je pense que c'est autour de 2016, que là, la loi est arrivée puis que les podiatres ont pu s'incorporer. Parce que c'est encore cette mentalité de... On n'est pas des entrepreneurs, on est des professionnels, des professionnels qui rendent des services de soins de santé. Oh, wow! C'est pour ça que c'était plutôt limité. Fait que dans le fond, c'est même une faiblesse du système dans lequel on était parce que, tu sais, ces autres... Comme c'est très risqué, ça, de dire à quelqu'un, ben regarde, je te vois pas comme ça, fait que je te donne pas cette possibilité de t'incorporer, mais tu vas tout mettre à risque. Parce que là, ça change beaucoup de choses que peut-être, je viens d'apprendre quelque chose, ça change beaucoup de choses de comment peut-être ça s'est passé parce qu'une faillite, tu as tout mis ça personnel. Tout personnel. Toutes les dettes, que ce soit mes dettes à moi ou les dettes de l'entreprise étaient en mon nom personnel. OK, celle-là, je l'avais pas capté comme... Fait que j'avais aucune façon de me protéger. Bien, de toute façon, tu sais, je suis pas partie en affaires en me disant je vais faire faillite, là. Fait que je pensais même pas à ça. Mais parce qu'aujourd'hui, tu sais, moi, quand j'ai parti ma business en 2016, ça fait partie de ma stratégie, tu sais, vraiment... je m'avais incorporé, mais ça a duré genre 7 mois. Après, quand j'ai vu les choses, comme, tu sais quoi, non, je vais m'incorporer J'étais enregistré, puis après, genre, 7 mois plus tard, je me suis incorporé. Justement, pour peut-être séparer ces... Ça permet une meilleure division, ça permet... Tu sais, aussi, quand tu es incorporé, tu as certains avantages fiscaux que tu n'as pas quand tu es juste enregistré. Fait que, tu sais, on n'avait pas le droit à ça non plus. OK. Là, tu viens de m'apprendre quelque chose d'assez intéressant parce que ça change beaucoup vraiment, peut-être... la faillite aussi, parce que ça, c'est une faillite personnelle que tu as faite. Oui. Puis, ben, tu sais, je dirais que dans mon cas, ça n'a pas été si grave parce que j'étais jeune. J'ai fait faillite à 23 ans. J'avais pas de biens. J'avais une auto, c'est tout, des meubles, des bobettes. Donc, c'était pas si grave dans mon cas, mais il existait à l'époque des podiatres dans la quarantaine avancée, qu'il y avait une famille, qu'il y avait des biens, des maisons, puis qu'eux, c'était beaucoup plus risqué. S'il leur arrivait une bad luck, plutôt, ben c'était tout qui perdait, là. C'est quoi ta tolérance au risque? Es-tu élevée ou... En ce moment ou à l'époque? On va dire à l'époque, puis en ce moment. Je dirais qu'à l'époque, j'étais complètement ignorante. C'est une question que j'aurais même pas pu répondre parce que c'était même pas un risque pour moi. La façon que je voyais ça, c'était... Les chèques n'existaient pas, j'empruntais l'argent, j'ouvrais ma clinique, je faisais mes travaux, j'achetais mes équipements, j'accueillais mes patients, c'était sûr que ça allait marcher. Il n'y avait aucun risque dans ce que je faisais. C'était un marché assez lucratif. Il n'y avait pas beaucoup de podiatres au Québec. Même encore aujourd'hui, il doit y en avoir 250 podiatres au Québec. Donc, je t'aurais dit tolérance au risque. De quoi tu me parles? OK. Attends, j'ai quelque chose que je cherche que j'avais vu. Je vivais vraiment dans un autre monde. OK. C'était quoi ta plus grosse dette que tu avais? C'était mon prêt commercial. De combien? De 110 000. Donc, j'avais un prêt commercial de 110 000. J'avais une marge de crédit commerciale aussi de 57 000. Ensuite de ça, j'avais une marge de crédit étudiante que j'avais empruntée
pendant mes études de 65 000. Oh, fuck. Des prêts et bourses qui s'élevaient à 16 000. Puis des cartes de crédit là, entre 2 et 5 000 là, sur les cartes de crédit. Comment ça se fait qu'ils t'ont signé autant de crédits? C'était-tu à cause de peut-être ton père? Non. T'as-tu J'ai signé tout seul. Il n'y avait pas de co-signataire. Une chance qu'il n'y avait pas de co-signataire. Fait que tu avais une cote de crédit quand même excellente. Ben, je veux dire, j'avais 22 ans. J'avais une carte de crédit de 2 000 que tu payais tout le temps. Que je payais tout le temps. Ça faisait 4 ans que je l'avais. Mais à part de ça, c'est tout. Tu sais, les banques m'ont prêté parce que en 2000... C'est ton diplôme? C'est le diplôme. Ah ouais? 100%. Ouais. Puis, reste que moi, j'ai eu de la difficulté à avoir ce prêt-là. J'ai des collègues, même âge que moi, qui ont gradué en même temps que moi, qui ont ouvert des cliniques, puis eux, ils ont eu leur prêt comme ça. Moi, il a fallu que je fasse 5 demandes avant d'avoir mon prêt. Parce que c'est noir? Je vois pas d'autre explication. OK. Parce que je suis pas plus conne que les autres. Bref. Puis j'ai eu mon prêt en passant finalement par un courtier en prêt d'affaires. Je savais même pas que ça existait. Donc, c'est un ancien banquier qui a repris mon plan d'affaires, il a repris mon dossier, il a mis ça beau, il a présenté ça à ses amis banquiers, puis c'est comme ça que j'ai eu... Je pense que j'ai découvert justement quand j'ai vu ça un courtier en prêt commercial. Ouais. Fait que je l'ai payé. Ça devait être autour là, de 12 ou 15 000 $ que j'ai payé cette personne-là pour avoir mon prêt. C'est quoi que les banques ou les institutions te demandaient pour un plan d'affaires? Oui, un plan d'affaires qui était, je veux dire, c'est un plan d'affaires d'une centaine de pages là, que j'ai monté. J'avais contacté plein de fournisseurs. J'avais eu plein de soumissions de fournisseurs, des soumissions de contracteurs. Il n'y a jamais personne qui t'a demandé vraiment ta constitution légale? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens que tu voir vraiment, t'es-tu incorporé ou... Ben, on pouvait pas s'incorporer, donc c'était même pas une question. Je trouve que c'est stupide, ça, parce qu'on dit là, genre, parce que ça aurait dû être même une question. Moi, en ce moment, avec des business, on me pose la question, es-tu incorporé? Ouais. Mais là, ils ont déjà... parce que j'imagine que juste... Tu sais, je me mets à la place d'une institution, je vois quelqu'un avec un diplôme en pédiatre. Qui demande des prêts puis tout ça, justement, genre, je connais pas la loi derrière ça. Je pense pas que ce monde-là connaisse les lois aussi. Ceux qui font les prêts, parce que je pense que oui, là, dans le sens où j'étais pas la seule à partir. Tu sais, c'était une époque où est-ce que une personne sur 2 qui graduait ouvrait sa clinique. OK. Donc, c'était... Dans ce métier-là. En pédiatrie, là. OK. Ouais. Donc, c'était très... c'est très normal, là. Je voyais tout le monde faire ça. Puis les banques prêtaient pour ça. Puis pour des tailles de cliniques similaires à la médecine. Oui, il y a des gens qui ouvraient plus petits, mais j'ai... Mais toi, t'as les big, là. Big, mais pas plus big que les autres, tant que ça. Quand je regarde là, mes autres collègues qui ont ouvert, on était à peu près dans des grosseurs similaires. Là. OK. Fait qu'au total, tu avais 210 là. Tu avais... Combien tu avais que tu t'es dit à ce moment-là, si on enlève peut-être les prêts étudiants, les prêts de voiture, les trucs comme ça, combien tu avais que... Que c'était commercial? Commercial, que c'est avec ça j'ai investi sur mon terrain, mes équipements. C'est difficile à dire parce qu'il y a définitivement le 110 000 de prêt commercial. 110 000 par défaut, il y avait 100 000 déjà commercial. Oui, le 57 000 de marge de crédit commercial aussi, 150. qui a servi à fonds de roulement, pas juste en termes d'investissement dans les équipements, là, mais j'ai grugé dedans pour payer mon loyer. Pour vivre, c'est ça. Puis aussi, il y a la moitié de ma marge de crédit étudiante que j'ai mis dans la business. Parce que quand j'ai gradué, je l'avais rempli. Repayé, mais... non, j'en avais pas repayé, mais je veux dire, je l'avais utilisé à hauteur de 30 000 à peu près. Ah, c'est vrai, parce que tu n'avais pas fini. T'as-tu fini? Ouais. Oui, j'avais fini, mais c'est juste que j'avais pas besoin de tout le 65 000 qui m'était disponible. Donc, il y a une partie de la marge de crédit étudiante que j'ai utilisée pour autant pour la business que pour vivre aussi. Là, quand tu as reçu tout cet argent-là, qu'est-ce qui se passait par ta tête? Comment tu voyais les choses?
T'étais-tu très focus à vraiment, oh, je vais faire la plus grosse business vraiment que je vois dans ma tête, ou à cause peut-être de ta jeunesse, peut-être tu te voyais, genre, tu dépensais-tu sur des choses qui n'avaient juste pas rapport avec ça? Ben, avoir accès à toute c'est sûr que, le capital? ben, à la base, oui, parce que je pense pas que j'ai été... j'ai fait des dépenses inutiles. C'est sûr que j'en ai fait. Ouais. Il y en a des normales, mais étais-tu genre... Mais dans l'ensemble de la dette, c'est commercial. C'est pas si significatif. Tu sais, par exemple, je me suis acheté un ordinateur, le Apple, à 4000 $ parce que je voulais le bel ordi. Les gens, ils rentrent dans la clinique, ils voient la belle pomme. Ça, c'est raisonnable quand même. Tu sais, bon, j'aurais pu avoir quelque chose à 1500 peut-être. Ensuite, j'ai acheté un logiciel de rendez-vous, facturation, qui était vraiment trop gros, puis qui avait trop de fonctionnalités pour ce que j'avais vraiment besoin, qui était un 4000 $ aussi. Alors qu'il existait des logiciels gratuits, ben pas gratuits, mais tu payes 100 $ par mois, puis tu l'as. Fait qu'il y a eu plusieurs dépenses comme ça que j'aurais pu réduire. Je pense que ma plus grosse erreur, ça a été de louer un local neuf de plus de 1000 pieds carrés qu'il a fallu que je rénove complètement. Il était neuf, puis il fallait que tu rénoves. Ouais, je veux dire, il a fallu que j'amène la plomberie. Il a fallu que je passe l'électricité. Il a fallu que je monte, que je fasse les divisions, qu'on mette le gyps, le plafond suspendu, tout from scratch, là. Donc, ça a été ça ma plus grosse dépense. T'sais, même si tu veux pas trop dépenser là-dedans, comme pas le choix d'engager un contracteur, puis juste ça, là, ça... C'était où, la clinique? À Rosemère. À Rosemère. Sur le boulevard Labelle. OK, t'as choisi un spot, hein? Ouais. Fait que localisation aussi était à l'état, fait que... Ouais. Puis, tu sais, j'ai comme fait l'erreur de penser que, bon, la podiatrie, il n'y en a pas beaucoup des podiatres, donc la clientèle va se faire comme ça. Ça a été une erreur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de podiatres, il n'y a pas beaucoup de compétition, mais les gens, ils ne savent pas ça fait quoi un podiatre. T'sais, les gens, ils ne savent pas pourquoi j'appellerais dans une clinique, t'sais, pour quelle raison, qu'est-ce que vous faites. Fait qu'il y avait un beau bassin, un beau potentiel, mais ça a été... Mais ton marketing, il ressemblait à quoi? Genre, c'était quoi ton plan marketing? C'est quoi ta stratégie derrière marketing ça? Très traditionnel. Donc, juste avant mon ouverture, j'ai été à Place Rosemère faire un kiosque où est-ce que je donnais des pamphlets puis j'expliquais aux gens qu'est-ce que je faisais. Ensuite, j'ai envoyé de la publicité par la poste, des cartons, des accroche-portes, des petits encarts là, dans le journal local. Ensuite, j'ai rappé mon auto aussi. Okay. Fait que j'avais de la pub sur mon auto. Ça a-tu fonctionné? Ça a fonctionné un peu. Tu sais, oui, il y avait une certaine clientèle qui est venue. Puis ça aurait été correct si j'avais pas autant de dépenses que ça. OK. Tu sais, j'avais un prêt commercial qu'il a fallu que je commence à rembourser tout de suite. Le loyer, les frais d'immeuble. Il y a eu des dépenses surprises aussi parce qu'il y avait des choses que je ne pensais pas qu'il fallait que j'assume. Au début, j'avais une secrétaire, puis tu sais, j'en avais pas réellement besoin, mais on est encore dans le paraître. Ouais. Tu sais, ça paraît bien quand tu as une secrétaire. OK. Donc, ouais. Avais-tu des partenaires? Genre, non. Avais-tu un comptable qui regardait ça? Peut-être quelqu'un avec... J'avais un comptable au début. Comptable que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il a fait une erreur grave. Puis j'ai comme fait, laisse faire. Okay. Je vais m'occuper de ma comptabilité tout seul. Ouais. Fait que, il oubliait des dépenses là, dans mes rapports. Fait que, en tout cas, ça... Fait que pendant tout ou presque le temps que j'étais en affaires. Puis même après, le travailleur autonome, là, je faisais ma comptabilité tout seul. OK. Ouais. Ça a duré combien de temps, genre? Ben, tu sais, j'ai eu ma clinique pendant 4 ans en tout, mais j'ai fait faillite 1 an après l'ouverture. Puis c'est ça qui est un peu tricky, là, mais j'ai... au moment que je savais que j'allais faire faillite, là, qu'on allait faire la déclaration puis que ça allait être annoncé à tous les créanciers, ben
avant ce moment-là, ben, je suis partie à la recherche de d'autres locaux dans ma région. Fait que j'ai été signer un bail commercial ailleurs, dans un local qui était beaucoup plus petit, qui faisait le tiers de la superficie de ce que j'avais. À ton nom? À mon nom. Okay. Ben, c'était tout à mon nom, de toute ouais, façon. Ouais, okay. Ensuite, il y a une fin de semaine, j'ai tout déménagé mes équipements dans ce nouveau local-là. Puis ensuite, j'ai déclaré faillite. Puis ma mère a racheté les équipements au liquidateur de la banque. Fait qu'elle les a mis dans l'autre place. Oui, puis j'ai continué. Okay. Puis à partir du moment où est-ce que j'étais dans un local qui faisait plus de sens financièrement, ben tu sais, j'ai été correcte là, pour les 3 autres années. Là. J'ai pu dégager un profit. Ouais, OK. Ouais. Ben, shit. OK, attends, parce que juste en train de comprendre. Fait que là, Kayla Louis a déclaré faillite. Ouais. Mais là, ensuite de ça, OK, fait que... Parce que, tu sais, normalement, quand tu déclares faillite, ben après, il n'y a plus rien qui t'appartient. Ouais. Fait que c'est un liquidateur de la banque qui s'occupe de faire l'inventaire des biens, puis ensuite de trouver des acheteurs, puis de revendre ça. Donc... C'est quoi, genre, mettons, juste pour comprendre, c'est vraiment à ce stade-là, c'est quoi qui se passe? C'est quoi les étapes, genre, légales ou sinon fiscales qui se passent? C'est vraiment, OK, fait que tu fais faillite, tu redonnes tout à la banque, les autres s'occupent, puis toi, genre... Ben, tu es accompagné là-dedans. Tu vas voir un syndic en insolvabilité, puis il y a une première rencontre juste pour comme voir, OK, c'est quoi ta situation? C'est quoi les options qui s'offrent à toi? Parce que c'est pas tout le monde qui a besoin de faire faillite nécessairement. Moi, il n'y avait vraiment pas d'autres issues. Puis une fois qu'on décide, OK, on va vers la faillite, ben il faut que tu t'assures de comme, déclarer tous tes créanciers. Puis eux, c'est le syndic qui va s'occuper d'envoyer ça, puis d'annoncer ça là, à tous les créanciers pour que, à ce moment-là, ben moi, j'avais toujours payé tout le monde à temps, mais il y a des gens qui ont des retards dans leur paiement, tout ça. Donc, à partir du moment où est-ce que c'est annoncé aux créanciers, ben là, ils ne peuvent plus faire t'envoyer de l'aide de huissier ou de faire des procédures de recouvrement. Fait que ça l'arrête tout ça. Puis, donc là, après, tu es dans une période qui varie. Ben, quand c'est ta première faillite, normalement, c'est 9 mois où est-ce que tu es un peu en attente après ta déclaration, de voir si c'est accepté. Je voudrais comprendre, il y a l'insolvabilité, puis après il y a la faillite, ou ça fait partie du même, c'est la même chose? Non, parce que, comme tu mentionnais, parce que là, tu vas voir le syndic, là, ils vont déclarer justement c'est quoi les options. Ouais. Mais là, t'as envoyé, genre, comment t'appelles ça? La déclaration de la faillite. Ouais, ben au créancier. Ouais. Fait que là, tu envoies le message, c'est vraiment au créancier, puis là, ils peuvent plus vraiment te venir. Là, il y a une période, genre, j'imagine que le syndic s'occupe de OK, comment on va gérer ça. Puis, si la faillite est déclarée ensuite de ça, ou vraiment au moment où est-ce que tu annonces à tes créanciers que tu ne peux plus payer, que c'est déjà la déclarée faillite. Parce qu'il y a d'autres options, mais tu vas voir. Mais ça, c'est vraiment le syndic, là. C'est pas toi qui appelles là, ta banque qui dit je peux plus, je déclare faillite. C'est pas ça. C'est le syndic qui s'occupe de négocier, parce qu'il y en a aussi qui passent par une proposition. Si c'est une faillite personnelle, c'est une proposition consommateur. Si c'est commercial, c'est une proposition créancier. Là. Mais bref, en gros, ça revient à la même chose. Tu essaies de faire un deal de comme, OK, je vais juste payer une partie de la dette. Quand tu fais une proposition au créancier, t'es-tu déclaré en faillite ou il y a encore genre... Non, je veux dire, non, parce que c'est pas une faillite à ce moment-là. Justement, ça, j'essaie de voir la nuance. Je pense que ouais, probablement que le terme insolvable est le meilleur terme. C'est pour ça que je trouve insolvable, parce que si je me rappelle à Juliette, puis c'est peut-être là où est-ce que moi je me suis enfargé, parce que c'était pas une fête qu'elle a faite. Elle a fait des fermetures de magasins, mais le nom était encore valide. Mais là, elle avait envoyé vraiment au créancier, vraiment que, tu sais, I guess, l'insolvabilité. Mm-hmm. Mais elle n'était pas faillite. À ce que je sache, elle n'est pas considérée faillite. Ça se peut. Fait que c'est ça, j'essaie de voir vraiment où la phase où est-ce qu'il y a encore une chance, où est-ce qu'on va avoir un arrangement. Ouais. Mais j'ai pas, parce qu'on s'entend que quand tu déclares faillite, surtout au niveau personnel plus que commercial,
C'est ça, le détaché. traitement il est différent là, aussi là, entre commercial et personnel, mais c'est un peu comme Juste pour rire, je ne sais pas si tu as entendu, Ouais. là, ils ont fait, ben, dans les médias, ils disent qu'ils ont fait faillite, mais ils n'ont pas fait faillite. Mais c'est ça l'affaire. Avec Juliette, c'est la même chose. Moi, j'ai vu Ça. faillite, mais c'est pas ça. Non, non, ils ont fait une proposition Position. aux créanciers qui leur a imposé une restructuration, ce qui leur permet de réduire la dette. Ils réduisent leurs dépenses au minimum, ils survivent un peu, puis soit peut-être qu'ils vont être achetés ou peut-être qu'ils vont pouvoir renaître de leur centre, ou peut-être que finalement, ils vont faire faillite. Mais tu sais, ils sont C'est sont ça, pas t'es en pas encore faillite faillite. encore. Fait que Ouais, c'est ça. C'est là que je sais parce qu'encore là, je pense que tu es avec Juliette, elle disait, t'as peut-être 1 million, 2 millions, genre de 2 millions à peu près de dette, puis elle avait juste à peu près 800 000, quelque chose comme ça, tu sais, Mhm. de De liquidité. capital. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Fait que, mais elle a fait genre la demande au créancier, puis tu sais, ça c'était autour de septembre-octobre, mais tu vois, en décembre, elle a relancé. Mhm. Fait que je pense qu'elle a passé cette. Puis même, quand je lui parlais, je pense qu'elle n'était pas encore cette fois. Je pense qu'elle voulait. Peut-être elle le savait déjà, mais à ce que je sache, c'est peut-être. Tu sais quoi, j'ai juste trouvé peut-être me le faire en ligne. Parce qu'elle continuait quand même à travailler. Genre, Oui, ben ces usines continuent à ouais. produire, puis tout ça. Puis tu sais, en même temps, je connais pas sa situation. Peut-être que c'était plusieurs entreprises, tu sais, c'était des entités ouais. séparées, donc qui avaient leur propre, comment dire, créanciers, puis tout ça. Puis, fait que Pour les je pense que franchisés, ça ouais, dépend de la structure de ton entreprise, puis... OK. OK, Ouais. c'est bon. Fait que dans le fond, tu sais, il y a quand même une seule. C'est pas une fin, mais c'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, le fait que c'est personnel, mhm. ça vient te chercher plus directement. Ou... Ben oui, ça vient m'affecter directement. Parce que moi, ça a été mon dossier de crédit qui a été affecté. J'ai aussi eu un créancier qui a contesté la faillite, puis qui m'a amené en cours. Fait que, tu sais, puis c'est moi qui amène en cours, c'est pas l'entreprise. Donc, ça a des impacts qui m'ont suivi en tout pendant 8 ans et demi. Fait que c'est ça prend 7 ans, 8 ans. Ben dans le fond, moi, avant d'être libérée, normalement, c'est 9 mois avant d'être libérée d'une faillite, mais parce que j'ai eu une contestation, ça a été 1 an et demi. Le temps d'avoir une date en cours, puis d'aller me chercher un avocat, puis gna. Puis au bout de cette année et demie-là, ben, c'est là que le 7 ans a commencé. OK. Fait que c'est pour ça que je dis 8 8 ans et ans, demi. OK, je comprends. Oui, avant que ça disparaisse de mon dossier de crédit. Pendant ce 8 ans-là, c'était quoi, genre, les frictions, tu sais, vraiment, tu sentais-tu un ralentissement sur tout plein de choses? Y avait-tu des frictions? Y avait-tu des choses, des limitations, tu sais, si je peux dire? Oui, il y avait des limitations dans... j'ai changé d'auto, je me suis acheté une nouvelle auto, ben il a fallu que ma mère co-signe parce que sinon... Fait que tout devait être co-signé. Tout devait être consigné ou j'avais des taux d'intérêt qui étaient vraiment plus élevés. C'était impossible pour moi d'avoir des cartes de crédit. Fait que, OK, deux questions. Les taux d'intérêt, jusqu'à où Ouais. ça montait à peu près, genre, c'était genre du 30 genre ridicule? Non, ben j'ai eu de la chance parce que vu que ma mère a co-signé, oh mon Dieu, je pense que j'étais quand même, mais c'était une auto neuve, c'était du 5 d'intérêt, ce qui est vraiment pas si pire, mais les gens qui avaient un bon dossier de crédit, c'était des taux d'intérêt à 0 Regarde, c'est pas si pire ça. Regarde, non, c'est vraiment pas si pire. Dans ma tête, je suis comme 25 30 mais, parce qu'il y en a qui sont à la troisième chance, des trucs comme ça. Ça devient exact, ridicule. Là. Exact. C'est pour ça que moi, j'ai pas... La chance là, que j'ai eue là-dedans, c'est que j'étais vraiment jeune. Tu sais, à 23 ans, je n'étais pas dans le mode de comme je vais nécessairement construire ma vie. Tu sais, j'étais pas en mode je veux acheter une maison, j'étais pas en mode de je veux faire des investissements. Donc, j'ai pas senti que financièrement, ça m'avait tant affecté que ça. Que si je faisais faillite aujourd'hui, là, ça serait autre chose. Mais dans ton livre, tu mentionnes, si vous faites faillite, faites-le entre... Faites-le jeune. Faites-le... Attends. Avant 25 ans. Faites-le pas entre 25 et 60 ans. C'est ça. Pourquoi après 60 ans, comme genre, pour avoir le maximum de... Ben, c'est parce que ça, c'est dans le chapitre qui parle des discriminations. Ouais. Puis je dis que les pires discriminations que tu as par rapport à l'âge, c'est en bas de 25 ans, parce que là, on ne te prend pas au sérieux. On dit que tu es jeune, tu connais rien à la vie, puis on ne te laisse pas nécessairement de chance, puis on ne te prend pas au sérieux.
Et après 60 ans, ben là, on est comme, ben là, tu t'en viens vieux, tu devrais te calmer, t'es un petit peu fou là, de partir en affaires. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est les meilleures périodes. OK, fait que tu n'avais aucun crédit. Tu n'avais aucune carte de crédit, je veux dire. Ben, encore une fois, puis ça, c'est quelque chose que je ne conseille pas de faire parce que les créanciers peuvent te revenir là, dessus, mais j'avais caché une carte de crédit quand j'ai fait faillite. Donc, une carte de crédit qui était vide, là, il y avait rien dedans. Je l'ai mis dans un tiroir. Je ne l'ai pas dit au syndic. Puis, une fois que j'ai été libérée, ben, j'ai ressorti cette carte de crédit-là, puis je l'ai utilisée. Puis... Tu étais responsable quand même dessus? Ou... Oui. Ben, je veux dire, c'est une carte de crédit à mon nom. Fait que ça m'a aidé à rebâtir plus vite mon crédit. Okay. Mais à part cette carte de crédit-là, je ne pouvais pas en avoir d'autres, là. Je me souviens, ça faisait, je pense qu'on était en 2018, ça devait faire 4 ans que j'étais libérée, puis j'ai été au Costco demander une carte de crédit, mais ils m'ont refusé. Aïe! Tu sais, fait que ça aurait été extrêmement difficile pour moi d'avoir une carte de crédit si j'avais pas caché celle-là. Ouais. Ben, mettons, à cause de cette carte-là, tu l'as fait genre le 8 ans, genre à un moment donné, elle doit expirer. Oui, mais... T'sais, vu que lui, il était pas... Ben, pas qu'il savait pas que j'avais fait faillite, mais je veux dire, lui, il n'a pas été contacté par un syndic. Cette banque-là est à zéro, là. Est à zéro, fait qu'elle, elle s'en fout, là. OK, c'est bon. Ouais. Mais là, ça te permettait quand même de faire des activités comme partir en voyage, des trucs comme ça. Ben, tu sais, c'est surtout faire des achats en ligne, c'est ça, commander sur Amazon, puis tout ça, là. Ouais. OK. Ouais. OK. Fait une fois, pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Genre, comment tu te sens de toi-même, ton estime? Ben c'est ça. Tu sais, quand je dis que j'ai pas senti un énorme impact financier, ça l'a, par contre, vraiment impacté mon estime de moi. Là. Comme, je me suis sentie... je me suis sentie comme un échec. J'étais pas censée échouer, tu sais. Mm-hmm. C'était censé marcher. Puis je regardais tous les gens autour de moi, toutes les podiatres autour de moi, puis ça semblait marcher pour tout le monde. Fait que j'étais comme, ben, ça veut dire que c'est moi le problème. Fait que je me suis sentie... j'avais honte, beaucoup de honte par rapport à ça. J'en parlais pas du tout. T'avais-tu beaucoup d'amis, tu sais, vraiment un bon cercle social autour de toi? Ou, Quand même, mais... je me suis cachée. T'es isolée? Ouais, je me suis isolée, c'est ça. Donc, même eux, mes amis proches, ça a pris du temps avant que je leur en parle. Tu sais, ma famille le savait, là, évidemment, mon père, ma mère, mon frère, mon conjoint de l'époque, mais mes amis, ça a été long, là, avant que je leur dise qu'est-ce qui se passait. Puis... Est-ce qu'elles savaient, tu sais, vraiment que, genre, t'es plus, genre, autant présente, tu parles plus autant... Oui, je veux dire, il le voyait. Puis, je veux dire, ça a commencé bien avant ma faillite parce que quand tu as une business puis que ça va pas bien, c'est démoralisant. Très. Donc, quand j'avais pas envie de voir mes amis parce que je voulais pas qu'ils me posent des questions sur ma business qui va pas bien. Parce que j'avais pas envie de mentir puis faire comme « Ah, ça va bien », mais j'avais pas envie non plus de brailler devant mes amis puis de leur dire que c'est de la merde puis que tout va mal. Donc, l'isolement a commencé bien avant la faillite parce que je voulais pas leur parler de mes difficultés, je voulais pas leur parler que ça allait pas bien dans ma vie. Ça a duré combien de temps, cette période? Peut-être un bon 2 ans, à peu près. Ouais. Quel a été, admettons, l'élément, tu sais, c'est comme être dans une tempête pendant 2 ans, si je comprends. Fait à quel moment tu as vu l'éclaircie? Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as vu peut-être un changement? Ben, tu sais, une fois que j'ai recommencé à vivre un petit peu puis à avoir un petit revenu, ben, tu sais, j'ai graduellement commencé à reparler un petit peu plus à mes amis, puis veux pas, je travaillais plus à la même place, fait que oui, ils me posaient des questions par rapport à ça, donc
il y a quelques amis en particulier où est-ce que, tu sais, je leur ai dit finalement qu'est-ce qui s'était passé. Puis la réaction a été tout le contraire de ce que je pensais. Ils ont été super empathiques, super accueillants. Ils trouvaient pas que tu sais, j'aurais dû avoir honte, puis que c'est ça, puis que j'étais une grosse conne. Tu sais, c'est tout le temps ça que t'as peur. Fait que ça... Puis je sais pas pourquoi je m'attendais pas à cet accueil-là, à cette compassion-là. Donc là, ça m'a comme encouragée de « OK, ben je vais en parler à une autre personne de plus, puis à une autre personne de plus. » Puis la majorité des gens à qui j'en ai parlé... tu sais, j'ai même parlé à des gens qui trouvaient ça cool, là. T'es comme « Wow, t'as parti en affaires, t'as fait faillite, cool! » T'es planté! T'es planté! Oh, bien sûr, non. Puis moi, j'étais comme « Ben voyons! » Donc, tu sais, c'est ça qui m'a redonné graduellement confiance en moi. OK. C'est pour ça que j'en parle. Ouais, puis parce que là, ça te donne plus d'énergie. Quand à chaque fois que j'en parle, j'ai de l'énergie. Ouais, qui c'est me ça. Tu sais, à chaque fois que j'en parle, ça me rappelle à quel point que, veux pas, là, j'avais 22 ans, puis j'ai ouvert une business, j'ai engagé un contracteur, des sous-traitants, tu sais, j'ai comme tout géré, de la comptabilité au marketing, tu sais, tout moi-même. Oui, ça n'a pas marché, là, mais tu sais, reste que j'ai quand même foncé là-dedans, là, les yeux fermés, puis je suis allée à fond. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, puis il y en a pour qui ça marche, cool. Il y en a pour qui ça marche pas, cool aussi, parce que... Tu l'as fait. Tu l'as fait. Ton esprit entrepreneurial, depuis là, as-tu encore cette fin-là de vouloir faire l'entrepreneuriat où tu t'es dit, tu sais quoi, j'ai eu ma dose, puis là, tu as trouvé une autre passion, ce que je comprends aussi. Oui. Là, j'ai changé d'emploi, je suis rendue en programmation. Comme tu le dis, je suis plus entrepreneur. Là, j'ai une job 9 à 5, salariale. Ça me convient. L'assurance, vacances. Oui, c'est ça. Des bonus, sa performance. Exactement. Part de Noël. Part de Noël. Chalet payé. Pizza vendredi. C'est tellement ça. C'est pizza mardi, c'était hier. Mais, tu sais, moi, je me suis rendu compte, parce que, veux pas, j'ai quand même eu ma business pendant 4 ans, puis je me suis rendu compte que je suis pas motivée par l'argent. Donc, je suis incapable d'embarquer dans un projet pour faire des sous. C'est ça, de cœur naturel. Ouais, c'est ça. Il faut que ça vienne d'une passion, d'un but qui va au-delà de l'argent. Puis il faut vraiment que ça me porte à cœur. Fait il y a toujours cet aspect d'entrepreneur-là qui est là en moi, mais je sais pas où je le mettrais. Ben, tu sais, le livre, c'est un peu ça parce que je l'ai fait en autopublication. Donc, puis je le vois comme... C'est un développement produit là, que j'ai fait. Je l'ai écrit, j'ai engagé les graphistes, correcteurs, tout ça. J'ai fait une mise en marché, j'ai fait un petit plan de marketing. Fait que ça, c'est peut-être ta relance à l'entrepreneuriat. Un petit peu, ouais. Puis, ce que je trouve le fun avec ça, c'est qu'après que j'en vende ou que j'en vende pas, ça n'a aucun impact sur ma vie, là, financière du moins. Puis, je pense que ouais, la réticence de retourner en entrepreneuriat viendrait de là, de comme cette pression-là de devoir faire un revenu pour vivre. Pour du capitalisme. Ouais. Quelle est ta nouvelle passion? Hey, bonne question, je ne savais pas ça. Ben, tu sais, j'étais très introvertie avant. Puis là, toute cette expérience-là en entrepreneuriat, veux pas, ça m'a forcée à m'extérioriser. Puis je suis comme étonnée de trouver comme un certain plaisir à parler aux gens, puis à rencontrer, faire des nouvelles rencontres, puis partager des expériences, tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Tu sais, j'ai été dans des salons du livre aussi dans les dernières semaines, où est-ce que j'ai rencontré plein d'autres gens, j'ai rencontré plein d'autres auteurs qui ont chacun un parcours qui est unique puis qui est différent. Puis je trouve ça intéressant. Chose que j'aurais pas cru il y a 5 ans.
Donc, je sais pas si je peux parler d'une passion précise, mais on dirait que je suis en train de découvrir de nouveaux aspects de moi-même que... Créatrice de contenu. Ouais, créatrice de contenu, je veux pas. Ça, c'est tough, c'est quelque chose, c'est épuisant. Mais... Si tu fais des revenus sur un moment donné, quelqu'un t'approche puis avec un deal que tu peux faire du revenu, peut-être à plus éduquer sur justement cette expérience-là, est-ce que tu le prends? Oui, c'est sûr. Je rêverais de Raymond Chabot là, qui vient me voir. Regarde. Quelque chose que je vois de ton profil aussi qui m'attire l'attention. Puis c'est un exemple que je donne beaucoup. Je fais du coaching marketing. Puis un exemple que j'utilise beaucoup, c'est vraiment sur comment trouver une niche que vraiment tu peux exploiter jusqu'à temps que ça devienne vraiment un mode de vie qui paye, là, puis que tu t'amuses. C'est une femme, une TikTokeuse. God damn. Elle s'appelle Miss Excel. Je sais pas si ça dit quoi. Miss Excel, dans le fond, c'est une femme genre qui travaillait dans un bureau, puis c'était l'experte aux fichiers Excel. Mais les fichiers Excel, c'est la chose la plus démoniaque qu'il doit avoir. Moi, je comprends rien. Tu sais, je travaille en programmation, puis je comprends rien à Excel. Là, puis elle a trouvé le talent de pouvoir le divulguer très facilement. Et elle a trouvé la formule TikTok, de le faire en TikTok. Devine qu'est-ce qui se passe? Ouais. Elle fait juste des TikToks sur OK, cette fonctionnalité et pourquoi. Comment faire ça? Fait que ça devient un répertoire de comment utiliser Excel en 1 minute. Tu as tous les hacks qui viennent à ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a tellement de gens qui ont besoin de ça. Exactement. Dans tous les domaines, c'est ça. Fait que elle attire l'attention, son compte est grossi. Je pense qu'à un moment donné, la dernière chose que j'ai lue d'elle aussi, que j'ai suivie d'elle, ben, elle était rendue où est-ce que, évidemment, elle a abandonné sa job parce que elle se faisait payer par juste faire du contenu, déjà là, avec les ressources TikTok, par exemple. Mais elle annonçait aussi qu'elle faisait à peu près 100 000 par mois juste à faire ça. Wow. Puis devine, elle est devenue l'ambassadrice de qui? Microsoft. Ouais. Non, c'est fou. Fait que quand tu te dis comme, hey, j'espère que Raymond Chabot me. Honnêtement. Mais en même temps, moi, je me mets pas d'attente. Tu sais, je le fais pour le plaisir de le faire. Mais tu viens de le mettre au monde maintenant. Là, tu viens de le manifester. Genre, je ne serai pas en train de pleurer en petite boule si ça n'arrive pas, là, loin de là. Là, y a, Tu sais, je vais faire ça un clip, là, puis je vais le repousser. Imagine, t'appelles. C'est bon. Écoute, je vais prendre l'appel. On part en négociation. C'est ça qu'on fait, Yellow Seats. On crée des rêves. Mais, OK. Ben, OK, c'est intéressant de voir. Oui, genre, la création de contenu, ça pourrait être une avenue pour toi. On verra ce que l'avenir me réserve. Tu sais, moi, je suis ouverte à tout. Qui est la nouvelle Kayla suite à cette expérience-là, maintenant beaucoup plus mature, sage? Assumée. Assumée? Oui. Assumée. J'ai plus honte de ça, visiblement. Sinon, je n'en parlerai pas. Mais ça m'atteint plus, les commentaires. J'ai le jugement. Jugez-moi. Genre, moi, j'ai une belle vie en ce moment, là. Donc, je m'en fous, là, des jugements. On peut pas t'affecter, là. Genre, non, c'est ça. On peut pas avoir, genre, des trolls sur TikTok en train d'écrire. Il y en a plein, J'ai vu tes posts, là. Oui, non, mais je veux dire, je me suis fait traiter de fraudeuse, de voleuse, de parasite, je devrais aller en prison. Je suis comme, OK! Si c'est ce que tu crois, on serait une méchante gang en prison. Mais ouais, je suis vraiment plus... j'assume mon passé, j'assume 100% mes erreurs. J'ai fait plein d'erreurs. And so fucking what? Genre, tout le monde fait des erreurs, puis c'est correct, on apprend de ça. Donc, ouais, je suis plus... je suis plus forte. Tu sais, je réalise des rêves. D'écrire un livre, c'est un rêve. J'ai passé à la radio, à C'est quoi? J'ai passé à la télé, à Radio-Canada pour parler de mon livre. À télé communautaire aussi. Tu sais, c'est comme... Moi, je trouve ça fou, là, ce qui m'arrive. Figure publique, on dirait que ça... Ben, tu sais, c'est des choses que je pensais jamais... que ça allait jamais m'arriver dans ma vie. C'est fou de peut-être cet événement-là que voilà 12 ans. Ça fait 11 ans. 11 ans. Ouais. 11 ans, c'est maintenant que ça
ça C'est porte ça, fruit. exact. Je pensais jamais être en mesure de transformer cet événement-là en ce que c'est aujourd'hui. Puis ça, c'est un signe, un beau signe, genre vraiment une bonne, genre, une description de résilience, tu sais, vraiment quelqu'un que, peut-être parce que j'imagine que tu l'as traîné, à ce jour, tu le traînes, mais juste le boulet, tu l'as comme transformé à quelque chose d'autre. Ouais. En ailes d'avion. Ouais. Le boulet est devenu des ailes d'avion. Tu fais des Puis- tatoués, des ailes dans le dos. Non, c'est quétaine. Mais ouais, puis c'est ça. Puis c'est pour montrer aux gens que comme, tu sais, il y a une vie après. Si Le t'as monde été en s'en fout de tes affaires, tu sais, problèmes. parce que toi aussi, tu as été en affaires dans le passé, à mon âge. Ben, à mon âge, je veux dire, à l'âge que À l'âge j'avais. qu'on avait, ouais. C'est ça. Oui, oui, non, mais je veux dire, je me suis fait traiter de fraudeuse, de voleuse, de parasite, je devrais aller en prison. Je suis comme, God damn. OK! Si c'est ce que tu crois, on serait une méchante gang en prison. La morale de cette histoire-là, regarde, juste pour faire une histoire courte, ça durait 1 an avec des partenaires. On voulait lancer une application. Ça l'a complètement foiré. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça l'a foiré. Puis, tu sais, la dette finale de ça, de tout ce qui avait été investi, 124 000 environ, des trucs comme ça. Il y a eu tellement de mauvaises décisions. C'était vraiment une histoire de mauvaises décisions. Puis ça, c'était au début quand j'étais à l'université. Puis c'est fou, j'ai commencé l'université à 23 ans. Ça, je me suis planté à 24 ans. Aussi avec toutes les personnes, fait que j'avais perdu énormément d'argent. Tu avais investi combien de ta poche? Entre un 60 et 70. Quand même. À 23 ans, Ouais. c'est de la grosse argent. Ouais, tu sais, des économies, c'est tout plein, Ouais. genre, c'est du ressort pur et dur. Par contre, étant une personne qui était à l'université très théorique, c'est comme ça les choses, fais ci, fais ça, blablabla, ce que tu apprends dans cette expérience-là, dans 1 an de pure mauvaise expérience, mauvaise décision, c'est que tu deviens tellement, genre, plus allumé après. Tu sais comment, genre, bien miser, tu sais, tu te reconnais. Tu vois les choses d'avance Ouais, aussi exactement. arriver. Fait que Ouais. pour moi, c'était comme, oh shit, fait que j'étais dans le rouge une bonne période de ma Ouais. vie, puis j'ai pas déclaré faillite, mais, tu sais, j'étais rouge, ça saignait. Fait que j'ai appris à gérer les hémorragies. Puis après, tu te relances. Puis après, tu commences à le comprendre plus. Puis tu sais, regarde, moi, à ce jour, ça fait 8 ans, 9 ans que je suis indépendant. Que je paye mes bills avec mon propre ressource. Fait que, encore là, je pense que même Black Box est une amélioration de qu'est-ce que j'avais fait de mon agence marketing. Oui, définitivement. Fait que, puis je pense que la prochaine business, c'est encore meilleur. Je pense Ouais. que là, Black Box va être... J'ai tellement de... Je prends des meilleures décisions. Ils ne sont pas top non plus, mais j'en prends des meilleures qu'avant. Encore là, parce que là, j'ai un bagage de comment prendre des décisions. C'est pour ça, tu sais, incorporer, enregistrer, des trucs comme ça, gérer des taxes. Puis, tu sais, puis pas juste de prendre des bonnes décisions de business, mais de prendre des bonnes décisions qui est en accord avec ta vision, puis ce que tu veux faire, puis du stress que tu es capable de supporter, puis des choses que tu veux accomplir. Définitivement, là, parce une erreur de ce projet-là qui s'est passée, si j'aurais été le capitaine de ce bateau-là, on n'aurait pas échoué. Puis moi, je le blâme sur le capitaine de ce bateau-là. C'est qu'il prenait les choses trop à la légère. C'est trop... Il pensait que c'était un jeu vidéo. Il pensait que c'était genre... c'était pas... Puis moi, je sais si j'aurais dirigé ce bateau-là... Il était peut-être pas assez pressé, il faisait pas avancer les choses. Il négligeait, beaucoup de négligence, très rêveur, peu d'action, très émotif, aucun leadership. Fait que, tu sais, ça marche pas. Tandis que tout ça, ce que je viens de décrire, moi, je l'appliquais. Fait que, tu sais, j'influençais aussi beaucoup ce qui se passait. Mais c'est pas moi qui est dans, genre, cette position-là. Ouais. Fait que j'ai appris mon talent. OK, je pourrais diriger un bateau. Comme je dis, peut-être on va être dans le brouillard parfois. Assez souvent. Là. Mais au moins, la beauté de quand tu diriges le bateau, ben, c'est que tu as juste toi de blâmer aussi. Puis tu sais quoi, ce bateau-là, Black Box, maintenant, je le dirige. Il y a du monde autour de moi. Puis c'est pas si pire. C'est pas si pire. Comme, je pense que je fais bien ma job encore là. Il y a d'autres choses que j'aurais pu faire mieux. Ah, il y a toujours... Mais on est toujours en croissance. C'est ridicule que j'ai 37 ans. T'es pas encore là. J'ai fait comme un genre d'épiphanie, je pourrais dire, en 2023. J'ai rencontré tout plein de
de monsieur dans la cinquantaine, mi-cinquantaine. J'ai réalisé que, tu sais, vraiment, c'est à la mi-cinquantaine que tu deviens, t'es comme libéré. C'est là que tu réussis, pour vrai. Fait que, là, tu as appris, tu as expérimenté, tu sais qu'est-ce que tu as besoin de faire. Parce que si je vois mon parcours, puis je vois le parcours de ces messieurs-là, admettons, ils ont tous exit, là, une compagnie qu'ils ont fondée. Regarde, au moins, je connais au moins 4 dudes dans la mi-cinquantaine, fin cinquantaine, début soixantaine, on pourrait dire. Ils ont tous exit leur compagnie. Toute la compagnie qui a exit leur a fait des millions, mais tu sais, quand ils l'ont fondée, au début de la quarantaine. Okay. Puis ça a toujours été des grinders, des hustlers pendant la vingtaine, la trentaine. Ils avaient d'autres business que ça allait marcher, mais c'était pas celle-là. Puis au début, la quarantaine, les gars étaient tellement rodés, étaient tellement sharpshooter. Fait que quand tu tires vraiment dans le mille à cause de le bagage d'expérience. Fait que là, tu pousses une autre entreprise qui, dans ton but, peut-être c'est celle-là qui va être la dernière. Environ, même une statistique dit, la personne qui devient millionnaire va l'atteindre en moyenne dans la cinquantaine. Okay. Puis après avoir vu 4 cas, je suis comme, c'est peut-être ça le plan. Je veux pas être dans la moyenne, genre vraiment de social, mais je veux être dans la moyenne de cette histoire-là, peut-être. Oui, je vois. Ouais. Fait que je me dis, comme tu sais quoi, peut-être Black Box, je vais voir l'exit. Ça va être la prochaine. Exit-là qui va investir comme dans... Oh. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. OK. T'es rendu là. Ouais. Cool. Peut-être pour finir ça, quelque chose que je voulais savoir sur toi. Es-tu une personne spirituelle? Non. Non, je suis pas spirituelle. Je m'associe pas à aucune religion. T'es athée? Ben, je veux dire... Non, c'est une croyance. C'est quoi vraiment... Je sais pas comment le décrire. Parce que, tu sais, je médite pas. J'ai été élevée dans la foi catholique, mais je... Tu crois sur l'évolution? Ben, un terme physique, c'est vraiment... comment ça s'appelle l'évolution? Je pense que j'irais en ce moment avec l'agnosticisme. Que je serais agnostique. La misère avec ce mot-là. Explique-moi ça. L'agnostique, c'est quelqu'un qui dit il y a peut-être quelque chose, il n'y a peut-être pas quelque chose. On va le savoir quand on va être mort. Ça te fait pas peur vivre comme ça? Non. Parce que ça me fait... Moi, j'aime penser que je suis en contrôle de ma vie. Puis que c'est pas quelque chose d'autre qui me contrôle. Ben, regarde. Que je suis pas là en train de dire s'il te plaît, amène ceci ou cela dans ma vie, j'ai besoin. Non, c'est comme si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller le chercher. Je suis comme ça. Je crois aussi que genre de destin, tout arrive pour une raison. Toi? Tu vois, moi, je crois pas à ça. Non. Il n'y a rien qui a... Moi, je pense que tout est déjà genre préétabli. Non. Crois-tu à la simulation? Je me suis jamais posé cette question-là, mais j'aurais tendance à dire que non. Moi, je pense qu'il t'arrive des choses dans la vie, puis c'est à toi de décider de ce que tu en fais. Parce qu'il y a plein de gens qui pourraient dire « Ah, ben tu vois, ta faillite a servi à écrire ton livre. » Non, j'ai décidé d'orienter cette expérience-là vers l'écriture d'un livre. Mais imagine si... Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais mettons, dans 5 ans, tu es une figure publique très genre connue à cause de vraiment tout... Comme je te dis, Raymond Chabot te pick up après avoir écouté ça. Ils te build up parce qu'ils savent déjà que, tu sais quoi, on est une vieille entreprise très traditionnelle, puis que la prochaine génération, les milléniaux, les Z, les autres, les prochains, ben, sont adaptés aux médias sociaux. Ils suivent des personnages, des personnes, des personnalités. On doit bâtir une communauté. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir diriger cette tribu-là, cette communauté. Mais regarde, elle parle un peu de exactement de nos valeurs, nos services, mais de façon communautaire. Fait qu'ils bâtissent ce personnage qui est la Louis, où est-ce qu'il devient pas. Ouais. Sens-tu que ça pourrait provoquer ce genre de oh shit, genre. Puis admettons, plus tard, c'est ça que comme. Ah non. Je pense pas. Oui, c'est ça. Là, on parle dans le futur. Je sais pas moi-même dans 5 ans ce qu'il dirait. Mais je dirais que
c'est moi qui décide des actions que je pose à tous les jours. C'est moi qui décide, je publie une vidéo à tous les jours sur TikTok, je publie. Puis ça, le fait d'avoir publié continuellement, ça a spreadé mon message. Puis là, il y a des gens qui m'ont entendu. Puis, tu sais, que j'ai été sur un plateau de télé là, de Radio-Canada. C'est une recherchiste qui m'a vu sur TikTok. Justement, ça. Mais c'est le fruit, en partie, du hasard et de mon travail acharné. Je mets pas ça sur la providence. OK. Puis là, il y a peut-être des gens qui seront pas contents avec moi. Ça commence. Ah ouais, dis quelque chose de controversé. Où te vois-tu en 5 ans là-bas? Je me vois nulle part. Encore une fois, il n'y a pas de plan. Je fais les choses qui me plaisent en ce moment. Puis peut-être que dans 6 mois, j'aurais plus envie d'être sur les réseaux sociaux. Je vais tout fermer ça, puis je vais aller faire comme... Je vais mettre mon énergie ailleurs. Que t'es comme ça. J'ai comme... Il y a plein de choses que j'ai écrites dans un cahier que je veux faire dans ma vie. Ton bucket list? Genre, ouais. C'est quoi le ultime bucket list? Je dirais qu'ils sont tous à priorité égale. Je pense que le livre, c'était vraiment le top de ma pile. T'as pas genre un truc genre nager avec les requins dans une cage? Non, non. Ouais. Non, c'est des trucs comme j'aimerais ça faire un court-métrage un jour. Écrire un scénario, c'est vraiment de A à Z, écrire un scénario, le filmer, tout ça, le réaliser. J'aimerais ça monter un spectacle de danse. Je fais de la danse, mais danse, théâtre, quelque chose de contemporain, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Encore de A à Z. Je fais beaucoup de ballet dernièrement. J'aimerais ça faire des pointes. Okay. J'ai inscrit ma fille au ballet. Oui. je vais aller visiter le Japon. Je veux... Qui est ton idole? Oh, mon Dieu, c'est quoi ces questions? Mon idole... Je pourrais pas dire que j'en ai en ce moment. T'aimeras pas mes réponses. Non, je continue à fouiller. Ouais, parce qu'il y a personne que je veux devenir dans la vie autre que juste d'explorer ma propre vie. Y a-t-il quelqu'un que tu voudrais rencontrer and pick your brain, tu sais? J'ai pas de réponse à ça. C'est bon, il n'y a pas de problème. Je fouille. Je te découvre. On te découvre tous. Ouais. Attends, où est-ce que je peux aller? C'est quoi la prochaine question que je peux pas répondre? Non, regarde, je pense qu'on comprend le message. Non, c'est... Parce que je pense que je suis rendue à un moment dans ma vie où est-ce que je cherche juste à faire des trucs que moi j'aime, puis à explorer qui je suis, puis de toujours essayer de faire des choses qui s'enlignent avec mes désirs. Puis je cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ouais, ça je vois. Ouais. C'est intéressant, c'est bon. T'es... comment je pourrais dire? Il y a plein de belles choses que plein d'autres gens font, mais comme c'est cool pour eux. OK, fait que serais-tu le type de personne juste à déménager? Tu as parlé du Japon. Ouais. Est-ce que tu vois comme, tu sais, je vais finir ça une fois que je m'en vais, tu dis à ta famille, on s'en va au Japon? Ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Pas nécessairement au Japon, mais aller habiter 1 an dans un autre pays. Juste 1 an, mais revenir ici. Ouais. Pas genre changer complètement. Complètement pour toujours. Je me vois pas faire ça aujourd'hui. Mais? On sait jamais. Mais ça, je trouverais ça le fun, aller à apprendre une autre langue, une autre culture, puis vivre ailleurs 1 an. Dernière question. As-tu un objectif pour ton livre et où est-ce qu'on peut le trouver? Qu'est-ce qu'on veut gagner de ce livre? Mon objectif, c'est de dédramatiser la faillite. C'est d'enlever ce stigma-là, cette honte-là, d'en rire, de rire de nos erreurs. Puis tu l'as vu, là, je ne suis pas tout seul dans ce livre-là. Il y a 6 autres personnes qui ont été en affaires et qui ont fait faillite.
puis qui sont dans ce livre-là, puis que je décris leurs erreurs aussi qu'eux, ils ont faites. Puis je pense que d'une certaine façon, c'est de célébrer nos erreurs que je veux apporter. Ça, c'est un bon esprit entrepreneurial. Célébrer les erreurs. Ça. Non, mais oui, parce que ça fait mal sur le coup, puis il y a toujours une période de deuil à faire, là, définitivement. Puis c'est pas yes, j'ai échoué, tu sais, quand ça t'arrive, mais de par la suite, je pense que c'est bien de faire ça, de célébrer. Puis mon objectif cette année, c'est d'en parler le plus possible, de spread le message, de faire des salons du livre. Si KPMG t'écrit là, comme « Hey, on était intéressé à... » Moi, je suis ouverte. Là. Tout le monde, écrivez-moi. Deloitte, EY. Si vous voulez que je sois de porte-parole de quelque chose. Tu vas dans le PR, tu vois, être allé de podiatre à PR. Exact. J'encourage, regarde, c'est Regarde, moi, je suis un gars de marketing, là, puis à cause du podcast, j'ai quelque chose que je sais pas c'est quoi qui est en train de sortir de là. On va le découvrir. Ah non, mais je fais juste le faire. Fait que, je suis invité à des trucs et je dois faire du PR. Justement, c'est ça qui se passe avec ce monde-là. Ouais. Tu deviens une figure de PR. Ouais. Fait que je voudrais remercier Salvatore. Commander en ligne 10 $ de rabais sur la pizza. Oh, on parlait de pizza, mais madame est végane. Fait qu'on va garder ça pour une autre discussion. Là, on n'aimeront pas ça, là. Il n'y a rien de mauvais à ça, guys. On vous taquine. Mais la viande, c'est bon. Je dis ça. Super que là. Tu as un site web, Amazon. Oui, donc c'est ça. Le librairie. livre est sur mon site web, klouisk.com. Il y a tous les points de vente. Donc, principalement sur Amazon. Sinon, les gens peuvent le commander directement de moi aussi. Puis je le dédicace. Et il est dans une librairie à date. Librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Et voilà. Une dernière chose, quand j'ai reçu ton livre, au début, je l'avais pas vu, puis je l'ai feuilleté, puis je suis comme, oh shit, tu m'as laissé un message personnel. Je suis comme, je me souviens même plus qu'est-ce que j'ai écrit exactement. Ben, je vais te le lire, puis on finira là. Rinaldo. Continue de faire rayonner la sous-culture et d'offrir une plateforme à des gens qui sont boudés par les réseaux plus traditionnels. J'espère que tu apprécieras cette lecture. Verbalement, merci beaucoup. Merci. Parce que quand j'ai lu ça, j'étais dans une période où les choses n'allaient pas bien, puis ça a complètement changé le reste de ma journée quand j'ai l'ouvert, puis je suis tombé sur ce message-là. Un beau petit message d'un inconnu à un autre. C'est arrivé au bon moment. Exactement. Fait que toi, t'es plus une personne. C'est ça, la providence. Tu crois à la providence, mais tu ne le sais pas encore. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Yellow Sea Podcast, guys. Yellow Sea Podcast.